Imaginez un gestionnaire d'immeuble qui, plutôt que de réparer les canalisations qui fuient, installe des caméras dans chaque appartement pour surveiller ceux qui signalent les dégâts. Bienvenue dans votre journal officiel. Notre thermomètre de nocivité affiche un niveau préoccupant. Et pour cause, le menu est particulièrement révélateur de la philosophie administrative à l'œuvre. Premier plat, l'État tisse une toile de surveillance généralisée sous prétexte de chasser les fraudeurs, transformant chaque entreprise en auxiliaire de police. Deuxième plat, la grande plomberie sociale où une nouvelle aide à la naissance est accordée d'une main, pendant que l'autre recalcule discrètement les anciennes aides à la baisse. Dessert, l'État publie un décret pour autoriser les universités à faire preuve de simple bon sens, et le simple fait que ce décret existe en dit plus long que son contenu. 3 textes, une seule et même leçon. Merci qui? Commençons par le texte le plus lourd de conséquences, celui qui mérite qu'on s'y attarde le temps qu'il faut, parce que derrière son intitulé vertueux se cache un changement de paradigme majeur. La loi relative au renforcement de la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Sur le papier, l'intention est respectable. Qui peut être contre la lutte contre la fraude? Personne, évidemment. C'est précisément ce consensus facile qui rend ce texte si efficace et si dangereux. Voici comment fonctionne le dispositif. Premiers articles, l'État décloisonne ses propres fichiers. Le fisc, les caisses sociales, la justice, tout se parle désormais et peut être croisé pour établir le profil d'un contribuable. L'article 1er prévoit certes l'avis d'un juge pour certaines démarches, mais le simple fait que ces bases de données communiquent entre elles crée mécaniquement un registre de surveillance globale où chaque citoyen devient, par défaut, un suspect potentiel en attente de validation. Pensez à la concierge de votre immeuble, celle qui connaît vos allées et venues, vos visiteurs, vos habitudes. Maintenant, imaginez qu'elle ait accès en temps réel à vos relevés bancaires, votre dossier médical et votre casier judiciaire. C'est exactement le portrait robot de cet État concierge numérique, armé de son passe-partout administratif. Mais le texte ne s'arrête pas là. Il recrute de force de nouveaux auxiliaires de surveillance parmi les acteurs privés. Les plateformes de mise en relation de type VTC, les maîtres d'œuvre, sont désormais contraints de surveiller leurs partenaires et de signaler les irrégularités sous peine de lourdes sanctions. Article 27. Le mouchard GPS devient obligatoire dans les taxis et ambulances. L'État ne se contente plus de surveiller, il sous-traite la surveillance aux acteurs économiques tout en leur faisant porter la responsabilité et le coût de ce contrôle. La vraie solution de bon sens serait d'assécher le marécage plutôt que de multiplier les gardes-chasse. Un système fiscal simple, lisible, avec un prélèvement unique et modéré, rendrait la fraude à la fois moins tentante et structurellement plus difficile à dissimuler. Mais simplifier, c'est accepter de renoncer au contrôle. Et ça, l'administration ne s'y résout jamais facilement. Si la surveillance généralisée est la face coercitive de notre État, la plomberie sociale en est la face grotesque. Celle qui ne fait de mal à personne en particulier, mais qui révèle une maladie chronique. Ce décret relatif à la prise en compte de l'indemnité journalière de naissance dans le calcul du RSA et de la prime d'activité semble, au premier regard, purement technique. Une simple mise à jour de 2 articles dans les codes de l'action sociale et de la sécurité sociale. Rien qui ne mérite qu'on s'attarde. C'est exactement ce caractère anodin qui doit nous alerter. Le mécanisme est le suivant. Une nouvelle aide a été créée, appelée indemnité journalière de naissance. L'État, dans sa générosité affichée, la verse aux familles modestes à l'arrivée d'un enfant. Mais simultanément, ce décret intègre cette indemnité dans les revenus pris en compte pour le calcul du RSA et de la prime d'activité. Traduction concrète. En déclarant ce nouveau revenu, le montant de ces 2 aides existantes est automatiquement recalculé à la baisse. Imaginez un grand pâtissier qui vous présente un gâteau avec une nouvelle cerise bien brillante sur le dessus, pendant que, de la main gauche, il racle discrètement une partie de la crème sur les côtés. Le gâteau a l'air plus beau, mais il n'a pas grossi d'1 gramme. Pour la famille qui tente de s'y retrouver, c'est pire qu'une absence d'aide. C'est une aide dont le gain net réel est impossible à calculer sans une maîtrise approfondie de 3 codes administratifs distincts. C'est précisément ce mécanisme d'opacité qui entretient les trappes à bas revenus. Ces situations où gagner 1 euro de plus au travail ne se traduit pas par 1 euro de plus dans le budget familial, parce que les aides se rétractent en proportion. La solution de bon sens existe, elle est connue,
Elle s'appelle l'impôt négatif, un seuil de revenu fixé, en dessous duquel l'État verse une somme garantie, au-dessus duquel on contribue. Un mécanisme unique, transparent, où chaque euro gagné par le travail augmente effectivement le revenu final. Pas de cerise, pas de crème en moins. On pourrait croire qu'après la surveillance généralisée et la plomberie sociale, le troisième texte serait un moment de répit. C'est encore plus subtil que ça. Ce décret portant sur les modalités d'inscription dérogatoire dans l'enseignement supérieur est le moins nocif dans ses effets aux médias. Il ne coûte rien à personne, ne surveille personne, n'alourdit aucune charge. Et c'est précisément pour cela qu'il est peut-être le plus révélateur du mal profond. Voici ce que ce texte fait concrètement. Il accorde aux universités la faculté, et non l'obligation, d'inscrire de manière provisoire un candidat qui passe son baccalauréat en septembre. C'est-à-dire un lycéen qui a échoué en juin, qui se représente en septembre et qui souhaite malgré tout s'inscrire à l'université pour ne pas perdre une année entière. Avant ce décret, les établissements qui pratiquaient cette inscription provisoire de bon sens le faisaient dans un flou juridique risqué. Ce texte sécurise la pratique. C'est bienveillant, c'est pragmatique. C'est aussi l'aveu le plus candide que vous lirez de toute l'année. Imaginez le maître nageur municipal qui, voyant un baigneur en difficulté à 10 mètres de lui, ne plonge pas. Il sort son règlement intérieur, ajuste ses lunettes et annonce solennellement que oui, conformément à l'article 12 alinéa 3, un autre citoyen présent sur la plage a désormais le droit de lui lancer une bouée. C'est le portrait exact de ce décret. L'État ne fait pas confiance aux universités pour gérer une situation humaine évidente. Il doit d'abord légiférer pour autoriser ce que le simple pragmatisme commandait depuis toujours. La solution de bon sens est pourtant d'une limpidité totale. La pleine autonomie des établissements. Un président d'université devrait être libre de définir ses propres modalités d'inscription, de gérer les cas exceptionnels sans attendre l'onction d'un décret du Premier ministre. Cette confiance accordée aux acteurs de terrain rendrait cette suradministration non seulement inutile, mais parfaitement absurde. Voilà donc ce que notre administration nous aura offert cette fois-ci, une toile de surveillance tendue sur chaque citoyen, une cerise posée sur un gâteau dont on a raclé la crème et un décret pour autoriser le bon sens. 3 textes, un seul portrait fidèle d'un État qui préfère contrôler plutôt que simplifier, complexifier plutôt que clarifier et autoriser plutôt que faire confiance. Si cette analyse vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune édition. Le journal officiel, lui, ne prend jamais de vacances. Merci qui? Merci l'État.